Tout est politique, bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. C'est une claque pour Manuel Valls, contraint de dégainer l'article 49.3 pour faire passer en force la loi Macron. Une loi pour lui synonyme de réforme et que lui conteste l'aile gauche du Parti Socialiste. Anita Hausser, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous cette semaine. C'est clairement Manuel Valls qui est dans le collimateur en ce moment. Manuel Valls et Emmanuel Macron. Il y a une double lecture de cette claque, comme vous dites, de ce dégainage du 49.3. Manuel Valls, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir la majorité sur ce texte. On disait que ça passait à quelques voix près, et donc il n'a pas voulu prendre le risque. Et Emmanuel Macron, parce qu'on a voulu briser l'élan d'un jeune socialiste, d'un jeune ministre de gauche, parce qu'il n'est plus au PS, qui était en train de faire une ascension fulgurante. À l'étranger, il va y avoir une jonction à un moment ou à un autre entre le groupe État islamique et Boko Haram, l'inquiétude d'un djihadistan qui étend son territoire. Christian Mallard, écoutez, bonjour. Daesh, l'État islamique, c'est une pieuvre avec de multiples tentacules. On avait l'Irak, la Syrie et maintenant, plus près de nous, nous avons la Libye. Tout est politique. Tout de suite, Manuel Valls dans la tourmente. C'est la guerre au Parti Socialiste. La colère de Valls contraint pour son propre camp à dégainer un 49.3 qui avait été dénoncé comme un déni de la démocratie pour François Hollande lorsqu'il était dans l'opposition. Anita, est-ce qu'il a été trahi par les siens, Manuel Valls ? Non, il n'a pas été trahi. Je pense que Manuel Valls et son entourage, et le ministre des Relations avec le Parlement et tous ceux qui sont censés s'occuper du Parlement, n'avaient pas bien estimé la situation. On savait les frondeurs opposés à cette loi, mais dans ce qu'on appelle l'esprit du 11 janvier, on pensait que les fameux frondeurs avaient un peu mis leur en veilleuse. Exactement. On rêvait à haute voix. Non, on ne rêvait pas à haute voix parce qu'ils sont restés silencieux pendant tout le débat. Et le climat s'est vraiment tendu au moment de la discussion de la partie sur le travail du dimanche, où les choses ne sont pas très claires parce qu'on a voté. Enfin, la loi stipule donc qu'on peut ouvrir les magasins 12 dimanches, etc. etc. Mais là où les choses ne sont pas claires, c'est sur le financement de ces dimanches. Parce que dans certaines régions, en Alsace-Lorraine, qui vit encore sous un régime concordataire et avec un droit local, les dimanches sont payé double. Quand vous travaillez le dimanche, c'est payé double. Alors donc c'est à ce moment-là que ça a basculé. C'est à ce moment-là que ça a basculé parce que donc c'est Benoît Hamon qui a déposé un amendement et qui a expliqué qu'il fallait mieux financer les gens qui travaillent le dimanche. Bon, est-ce qu'on n'est quand même pas dans un débat qui va beaucoup plus loin? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une forme de débat entre Valls, Macron, qui incarne le social-libéralisme, face à cette vieille orthodoxie socialiste qu'il faut dépoussiérer. Hollande, Mitterrand, ça n'a pas changé. Il faut dépoussiérer tout ça. Est-ce qu'on peut encore réformer dans ce pays? La question, est-ce qu'on peut encore réformer dans ce pays? Eh bien, la question est naturellement posée. Mais quand vous parlez d'orthodoxie socialiste, je veux dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de vraie doctrine. Le problème, c'est un programme électoral sur lequel on est élu. Mais Hollande veut faire du mitterrandisme, Hollande veut ressembler à Mitterrand, il ne peut pas. Oui, mais ce n'est pas seulement sur l'économie qu'il veut ressembler à Mitterrand. Hollande s'est, pardonnez-moi, planté dans ses prévisions économiques. Il pensait qu'en administrant un choc fiscal à la France pendant les 2 premières années de son mandat, on renflouerait les caisses, il y aurait moins de déficit et qu'on pourrait redistribuer. Or, la crise est ressurvenue à ce moment-là et donc les déficits, au contraire, se sont creusés. Aujourd'hui, les conditions de la croissance sont réunies. Pétrole, dollar qui monte, enfin tout ce qu'on pétrole, sait. On verra si ça dure. Hein. Pour le moment, ça y est. Donc, il veut réformer. Et Manuel Valls a été mis au gouvernement, a été nommé Premier ministre pour cela. Or, actuellement, qu'est-ce qui se joue? Le congrès du Parti Socialiste. Et ça, c'est absolument insupportable de se dire que la politique de la France, elle est menée à l'aune de la préparation d'un congrès. Et puis nous avons les départementales. Donc nous sommes dans une querelle entre le social-libéralisme et les conservateurs de l'aile gauche. Et vous parliez tout à l'heure de Benoît Hamon. Quel rôle joue-t-il? Parce que finalement, on a l'impression que c'est lui qui a la tête de tout ce mouvement.
Non, il l'a incarné. Il n'est pas du tout à la tête de ce mouvement. Mais il bouge beaucoup en ce moment. Hein. Il bouge beaucoup parce que, toujours dans le contexte de la préparation de ce congrès, il voudrait, lui, récupérer, mettre la main sur l'aile gauche du Parti socialiste. Donc, il se trouve que c'est lui qui a présenté ce fameux amendement du dimanche et surtout qui a expliqué qu'il voterait contre la loi. Ça a redonné des ailes aux frondeurs parce qu'évidemment, il y a une course à l'échalote. Plus réformateur que moi, tu meurs, et plus protecteur que moi, tu meurs aussi. C'est un vrai jeu d'hypocrite, Anita. Les frondeurs, de toute façon, on sait très bien qu'ils n'auront pas voté pour la motion de censure. D'autant plus que Macron raconte qu'ils n'ont même pas été au travail lors des commissions pour discuter des articles de la loi. C'est ce que raconte Emmanuel Macron. Vous qui êtes dans les coulisses, Anita, qu'est-ce que vous nous racontez ? Je ne suis pas dans les commissions. Non, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de les associer à la préparation de cette loi. Parce qu'avant le débat en séance, il y a eu 82 heures de travail en commission. Ça s'est rarement vu pour une loi. Il faut dire qu'elle est 200 heures de débat. Oui, et donc... J'ai envie de dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais attendez, là où je ne suis pas d'accord avec vous, Christian, c'est que tout ça pour ça, tout le monde essaye d'expliquer que cette loi Macron, c'est pas grand-chose, c'est une petite loi, quelques petites réformettes, et que finalement, ça ne servira qu'à ouvrir des lignes de car. C'est pas vrai. Il y a plein de choses dans cette loi, mais évidemment, on ne l'a pas expliqué. Et pourquoi est-ce que la droite a été si dure contre cette loi ? C'est que justement, elle offre des opportunités et qu'il ne faut surtout pas, dans le contexte de la préparation de 2017, que la gauche réussisse. C'est ça. Allez, tout est politique. L'extension de la menace terroriste. Cette semaine, une nouvelle scène d'horreur imputable au groupe État islamique. Mais cette fois-ci, ce n'était ni en Irak, ni en Syrie, mais en Libye. 21 Égyptiens de confession chrétienne qui avaient été kidnappés le mois dernier ont été décapités. Et la vidéo de propagande montre une exécution sur une plage. Christian Mallard, l'État islamique, l'organisation s'étend à une vitesse grand V. Oui, avec la Libye maintenant, qui est un sanctuaire pour terroristes, et je reprends les termes de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, qui est allé sur le terrain, à la frontière, et qui voit bien aujourd'hui qu'on a un grand hub terroriste, avec, si vous voulez, le chaos politique et sécuritaire qui gagne du terrain partout dans le pays. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que du côté de Tobrouk, à l'est du pays, vous avez deux gouvernements, deux parlements, un qui est reconnu par la communauté internationale, avec le président Abdallah Al-Thani, et puis un autre, ce sont les islamistes. Alors donc, déjà, c'est la guerre là, et puis d'un seul coup, vous vous apercevez qu'il y a une ville, toujours à l'est, Derna, qui est devenue le noyau dur, le centre, l'épicentre de l'État islamique, où là, on commence, on décapite, on tue. Bon, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez de faire allusion à la décapitation des 21 Coptes qui étaient présents en Libye, Coptes égyptiens. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que M. Obama ne bouge pas. Les Français essayent de bouger. Alors eux, on est courageux, on fait notre travail avec une petite partie des Occidentaux. Mais c'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui a pris conscience à sa frontière du véritable danger, de la menace pour la stabilité de la région. Et le président maréchal Al-Sisi, lui, souhaiterait qu'il y ait une intervention des Nations Unies, internationale, sous l'égide des Nations Unies. Justement, nous allons l'écouter. En Égypte, un deuil national de 7 jours a été décrété. Le président Al-Sisi n'a pas tardé à riposter avec des bombardements. Et je vous propose justement d'écouter le président égyptien. C'était chez nos confrères d'Europe 1. Ce qu'il s'est passé, c'est un crime haïssable contre l'humanité, pas seulement contre les Égyptiens. Ce message, je l'adresse ici aux Européens et aux Français en particulier. Et je l'ai dit au président français il y a 4 mois lorsque je l'ai rencontré. Je lui ai dit, faites attention, ce qui se passe en Libye va transformer ce pays en un terreau qui va menacer l'ensemble de la région, pas uniquement l'Égypte. L'Égypte, le bassin méditerranéen et l'Europe. Christian, il termine là en disant le bassin méditerranéen et l'Europe. On ne peut pas s'empêcher aussi de penser à Copenhague. Oui, Copenhague, si vous voulez, pour moi, ce sont les métastases de Daesh qu'on retrouve, qui se répandent à travers toute l'Europe. Ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, c'est que le Danemark, après la Belgique, c'est le pays qui envoie le plus de militants Daesh en Syrie et en Irak. Ils sont donc en Europe. Qui produit, pardon, elle a raison Anita, qui produit. Ils sont très nombreux. Vous savez que le fameux Omar Al-Hussein, qu'on a arrêté, qu'on a tué, qu'on a abattu, le terroriste qu'on a abattu, il appartenait à Hezbi Oud at-Tahrir, la liberté du peuple, un mouvement
ultra-terroriste, ultra-islamiste, qui compte 350 membres à l'intérieur du Danemark et qui se répand partout. Voilà un garçon qui vivait physiquement au Danemark, mais qui mentalement était au Moyen-Orient, si je puis dire, et qui travaillait, qui critiquait les Juifs, qui salissait la communauté juive, qui parlait sans arrêt du conflit israélo-palestinien. C'est tout ce qu'on a pu apprendre sur lui. Mais là, c'est là que je vois qu'il y a le véritable danger. Ce qui s'est passé à Copenhague, c'est la réplique de ce qui s'est passé en France, c'est du copier-coller. Comme les frères Kouachi en France. C'est la veille de la Libye, en plus de la vidéo. Oui, la vidéo. Il a été libéré après sa sortie de prison. Donc, j'ai dit au Danemark... Le problème carcéral est le même au Danemark, en France. Il y a un problème avec nos prisons. Je ne sais pas s'ils ont une Madame Taubira qui est à la tête de la justice au Danemark, mais il y a un vrai problème qu'on retrouve. Pourtant, au Danemark, il y a des programmes de déradicalisation. Oui. Or, manifestement, ils sont insuffisants. On va les mettre en place en France. Donc, on est en retard par rapport au Danemark, alors ça a le temps de prospérer. Et Madame Taubira n'est pas forcément la cause de tous ces maux. Bien sûr que non. Non, je ne dis pas. Mais bien sûr que non, parce que non, il y avait le principe en France, il faut quand même dire une chose, je parle de la France, je ne connais pas les principes du Danemark, c'est qu'il ne fallait pas classer les gens par ethnie. Donc, il y a des choses qui se faisaient un peu en douce, c'est-à-dire qu'on mettait dans certaines prisons les radicaux entre eux, mais ce n'était pas institutionnalisé. Oui. Aujourd'hui, ça devient clair. Non, mais là, tu as raison, mais ce qui s'est passé au Danemark, c'est qu'encore une fois de plus, c'est le même phénomène que celui qui s'est produit en France, c'est-à-dire que les frères Kouachi, on les avait repérés, ils ont fait de la prison. Celui-ci aussi, on l'avait repéré. C'est le même problème. Similaire. Alors, je dis toujours, on va peut-être dire que j'exagère, mais il y a une forme de laxisme qui s'est opéré et en France et au Danemark et puis en Belgique et dans les autres pays. Alors cette guerre ne fait que commencer, malheureusement, il faut bien le voir. Et est-ce qu'on a vraiment les moyens d'y répondre? Et quand Al-Sisi demande justement ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, à ce qu'il y ait une aide, les porte-avions, les Mistral, est-ce que justement, tout ça est lié pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Al-Sisi a bien compris le danger de cette extension. Et en plus, la Libye, ça se rapproche de chez nous, de l'Europe, du bassin méditerranéen, ça c'est clair. Et avec tout ce qui se passe déjà au Sahel, au Niger, Al-Sisi n'est pas le seul à demander une intervention militaire internationale. Vous avez le président du Niger, Issoufou, aussi, qui est très inquiet, le président du Mali. Donc les Français sont en première ligne. Mais simplement, là où je rejoins ce que dit notre ministre, enfin le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, c'est qu'on ne peut pas être tout seul sur le terrain. Il faut que la communauté internationale et que l'ONU se réveille et qu'on dise... Si on fait une intervention, on y va tous ensemble, mais c'est évident. Allez, tout est politique, les images de la semaine. C'est la pire profanation qu'ait connue la France depuis 30 ans. Quelques 250 tombes du cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin profanées, stèles cassées, carreaux ouverts. François Hollande s'est rendu sur place. Le chef de l'État a promis aux Juifs de France que la République les défendra de toutes ses forces. On l'écoute et on décrypte. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. Anita, c'est votre image de la semaine, vous l'avez choisie. Pourquoi ? Oui, parce qu'il existe un antisémitisme séculaire en Alsace. C'est-à-dire que les Juifs n'avaient pas droit de cité en Alsace, dans les villes alsaciennes pendant des siècles. Et ils n'en sont revenus qu'au moment de la Révolution. Et que les profanations de cimetières, même si elles ne sont pas aussi importantes que celles qu'on a connues le week-end dernier à Sarre-Union, elles sont fréquentes. Et les cimetières sont à l'extérieur, sont isolés, ils ne sont pas à côté des villages, pas à l'extérieur des villages, ils sont parfois en pleine forêt, parfois ils sont emmurés. Donc c'est clairement délibéré quand on y pénètre. C'est clairement délibéré. On ne peut pas dire... parce que pendant 48 heures, on a laissé croire que ces jeunes étaient inconscients. Des gamins du cru. C'est pas vrai. D'ailleurs, maintenant, la vérité est avérée. Mais on ne connaît pas l'identité de ces 5 jeunes. D'abord, ce sont des mineurs, donc on ne donne pas l'identité des mineurs. Ce qu'on ne sait pas, ils sont de la région, ce ne sont pas, des enfants d'immigrés. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne connaît pas leurs antécédents familiaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils ont grandi dans un milieu antisémite ou s'ils ont été contaminés par les Facebook les réseaux sociaux. Voilà. Christian, votre image de la semaine, c'est Jeb Bush.
un bush, un buisson, hein, en français, peut en cacher un autre. C'est Alors tout. écoutez, et là ce qui est en train de se passer aux États-Unis, et je suis en train de me dire déjà, mon Dieu, si on va vers une élection présidentielle, prochaine campagne. on va voir un Jeb Bush, le troisième des Bush, de la dynastie Qu'on voit là sur nos Bush, écrans. qu'on voit sur nos écrans, face à Hillary Clinton, qui est ultra favorite chez les démocrates. Alors voilà, ce jeune homme, ancien gouverneur de Floride, que je connais, que j'ai rencontré 5 fois, qui ne m'a pas impressionné particulièrement, mais qui vient de lever des fonds comme on ne peut pas y penser. En 4 mois, on dit qu'il va récupérer pratiquement 100 millions de dollars, là où son frère en 99, lorsqu'il menait la campagne présidentielle, avait récolté en 4 mois 37 millions de dollars. Alors ça veut dire qu'il y a un phénomène qui se passe aux États-Unis, c'est depuis que Mitt Romney, qui avait été candidat 2 fois pour le Parti républicain, s'est retiré d'une 3e tentative, tout est parti du côté de Jeb Bush. Donc je me dis, franchement, si l'Amérique ne peut nous offrir qu'un duel Jeb Bush et peut-être Hillary Clinton, c'est qu'à l'horizon, la classe politique n'a pas grand-chose à offrir. Merci Christian Mallard, merci Anita Hausser. On se retrouve juste après les infos dans la seconde partie de Tout est politique. Notre invité cette semaine, Jean-Marie Bockel, porte-parole de l'UDI pour les questions internationales, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et de François Mitterrand. À tout à l'heure.